Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast, suite de notre marathon de podcast après vous avoir parlé des Bulls et des Hawks. Petit voyage à l'ouest en Californie, nous allons parler aujourd'hui des Kings avec Tom. Tom, comment ça va et comment tu as vécu ces dernières semaines avec les Kings? Rappelons que chaque spécialiste de l'équipe en question a passé plusieurs semaines à scruter la franchise dont il va parler. Donc, comment ça s'est passé avec les Kings dernièrement, Tom? Bah écoute, moi c'était assez particulier parce que les Kings, on va dire, ils jouent soit très tard le soir, soit très tôt le matin, en fonction Mhm. de à qui on parle. Mais après, c'était une équipe qui était intéressante à voir puisque il y a des joueurs qui, moi que j'aime bien. Moi j'aime bien Malik Monk, j'aime bien De'Aaron Fox et j'aime pas mal Sabonis. En tout cas, l'évolution qu'il a eu puisque on le rappelle, Sabonis lors de son année rookie, il prenait des 3 points dans le corner pendant que Westbrook était de taper le record de triple double, enfin tapait le record de triple double. Enfin, les gens oublient ça, mais c'était un mec c'était un spacer dans son année rookie, Sabonis, et de voir le joueur qu'il est devenu. Et puis c'était aussi intéressant de voir une équipe qui joue quelque chose et qui est à la lutte. Donc ça va être intéressant de voir parce que c'était un peu la darling de l'an dernier. Et puis c'est l'équipe que globalement la majorité des observateurs voyaient plus bas parce qu'il y a moins de star talent. Mais du coup, c'est quand même une bonne équipe et le fond de jeu est là. Donc pour moi, ça a été agréable en tout cas de les suivre. Tant mieux. J'espère que l'expérience sera agréable pour tout le monde, parce qu'effectivement, si un de nous dit ah non, c'était vraiment une horreur de les regarder, ça le mettrait un peu mal. Euh, En tout cas, on vous rappelle qu'on est au milieu donc de ce format. Pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre, dans lequel on met en avant 3 faiblesses pour toutes les équipes qui auront au play-in ou au play-off. Tom, on est arrivé au début à un moment où on se disait ah, on a les 20. Du côté de l'Ouest, il commence à se poser une petite question. Ça bouge Donc, un peu. ça bouge un peu. Donc, fan des Warriors, à l'heure où vous nous écoutez, dites-vous qu'on va peut-être attendre pas mal de temps d'être sûr que vous êtes vraiment au play-in pour faire votre preview. En tout cas, aujourd'hui, on est concentré sur les Kings. Avant de commencer, on vous rappelle de nous suivre sur votre plateforme préférée de podcast et également de nous suivre sur YouTube et sur Twitter pour ne rien manquer, parce que là, on va poster les tweets à chaque fois de chaque équipe dont on va parler le soir sur YouTube et le matin au petit matin pour les leftos sur votre plateforme de podcast préférée. On commence. Tom, c'est toujours la tradition dans ce format. On démarre en mettant en avant un résumé parce que, encore une fois, comme ça sera le cas pour toutes les équipes dont on va parler, peut-être que nos auditeurs ne sont pas au fait de toutes les actualités des Kings sur ces dernières semaines. Alors, est-ce que tu peux tenter de nous résumer cette année 2023-2024 des Kings? Bah, du coup, c'est une équipe qui, comme j'ai dit un petit peu précédemment, c'était l'équipe Darling de la saison dernière. Donc, on l'attendait, elle était attendue au tournoi puisqu'ils ont fini troisième de la saison régulière avec une énorme attaque. Ah, ils sont sortis en 7 matchs face du coup aux Warriors dans une série qui était un bon test, je trouve, pour cette équipe-là, et qui a choisi du coup à l'intersaison d'opter pour de la rétention plutôt que l'acquisition de talent. Donc rétention, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé leur cap space pour augmenter puis prolonger Sabonis pour qu'il soit quasi au niveau du max, et aussi pour re-signer Harrison Barnes, pardon. Et ils se sont beaucoup basés sur la progression interne, puisque les joueurs qui ont bien tapé dans l'œil l'an dernier, c'était Kevin Huerter, il y a Malik Monk qui avait montré déjà de belles choses l'an dernier et Keegan Murray qui avait fait une bonne saison rookie. Donc à ça, ils ont simplement rajouté Vezenkov qui était l'un des meilleurs shooters d'Europe qui malheureusement s'est blessé à la cheville et qui n'est pas encore revenu. Et donc globalement, c'était une équipe qui était attendue au tournant et qui malheureusement n'a pas eu le même succès globalement à l'échelle de la ligue, mais qui, si on regarde bien au niveau des bilans, est quasi au niveau de ce qu'il faisait l'an dernier. Par exemple, quand on reprend l'équipe de l'an dernier et par rapport à cette année, après 70 matchs, puisque c'est ceux qu'ils ont joué aujourd'hui, ils ont juste 2 défaites de plus que l'an dernier. Pourtant, ils sont huitièmes de la conférence. Donc c'est vrai que ça peut un peu Mmh. changer le côté narratif. Mais outre le côté autrement, la deuxième chose qui peut aussi changer avec cette équipe-là qu'on a vu sur la saison, c'est que la seule constante qu'il y a eu pour cette équipe, ça a été l'inconstance, puisqu'on a eu d'une part des moments où on ne croyait pas vraiment en l'équipe, ou des matchs où l'équipe a surprise en allant battre des équipes qui étaient sur le papier meilleures qu'elle, et aussi des défaites quand tu les attends. Qui sont assez décevantes, hein. Par exemple, si on prend les enchaînements récents, on a eu par exemple une belle victoire face aux Clippers
enchaîné par une défaite assez moche face à l'équipe C, on va dire, du 8. qui, et on a eu encore récemment là une vilaine défaite. Ils vont en prolongation contre Memphis, qui a pas grand monde. Ensuite, on a une vilaine défaite contre les Wizards. Une vilaine défaite contre les Wizards. Enfin, bon, bref, une vilaine défaite contre les Wizards. Et après, s'en sortir encore avec une belle victoire sur le parquet d'Orlando récemment. Donc voilà, c'est vraiment une équipe qui, face aux bons, est bonne, mais qui, face aux mauvaises équipes, a tendance à parfois pêcher. Un peu les Hawks de l'Ouest, on renvoie au podcast Avec un meilleur d'hier. bilan. Avec un meilleur bilan, voilà, avec une meilleure équipe en fait globalement. C'est vrai Tom, ça me fait beaucoup penser ce que tu as dit à le bilan qu'on avait tiré de leur saison quand on avait fait les post-mortem la saison dernière, ou quand on était arrivé au moment des Kings, on avait mis en avant le fait que ils étaient un petit peu presque à un carrefour. Et souvent, dans ce genre de cas, les équipes NBA ont tendance à jouer la sécurité. Quand il y a une année d'explosion, c'est rare que les équipes continuent à appuyer sur le champignon et parfois préfèrent garder en stabilité. Ils avaient aussi pas tant de marge que ça. Il y avait la problématique Harrison Barnes. Donc effectivement, c'est un groupe en termes de minutes où le 5 majeur était numéro 1 NBA. On avait dit, ils avaient beaucoup joué. Ils avaient été épargnés par les Pas de blessures. blessure, effectivement. Cette année, il y en a eu des blessures, Tom, et du coup, on s'achemine tranquillement vers les trois faiblesses, mais est-ce que là, on n'a pas déjà vu un petit peu les conséquences de la politique de l'été dernier, c'est-à-dire à faire ce stand-by et à ne pas adresser certains besoins, peut-être à l'aile notamment, dans une année où les adversaires sont meilleurs, il y a quelques blessures, forcément, on est moins bon. Oui, et puis c'est surtout que voilà, ils ont misé sur de la progression organique de certains joueurs. Et il y a, enfin, par exemple, si on prend le cas de Keegan Murray, alors oui, offensivement, je trouve qu'il est un peu moins efficace que l'an dernier, mais c'est aussi par rapport au fait qu'il fait des choses un petit peu plus difficiles. C'est-à-dire que cette année, par exemple, il est passé du 15e centile au pourcentage de paniers assistés au 34e centile. Ça veut dire que les tirs qu'il met sont de moins en moins assistés, qu'il prend des tirs plus difficiles, et c'est du coup à corréler avec sa baisse au niveau de l'efficacité. Et c'est aussi quelque chose que moi, je trouve qu'il a quand même progressé, parce que même si offensivement c'est un peu moins bien dans les chiffres, mais globalement défensivement c'est un joueur neutre, voire positif de temps en temps. On le voit même parfois missionné, par exemple, il était missionné un moment sur Steph Curry. Donc voilà, on voit que le coach lui fait confiance pour lui donner ce type d'assignement-là. Et ça veut dire que c'est un joueur qui est quand même en progression, même si offensivement, ça va pas. De l'autre côté, on parlait de progression organique. Ben, c'est pas le cas, par exemple, pour Kevin Huerter, qui était un joueur essentiel dans le système offensif, hein, avec toute la partie dribble and off, même si, qu'on rappelle par exemple, Keegan Murray et Kevin Huerter sont les deux joueurs aujourd'hui de la ligue qui jouent le plus de dribble and off, notamment avec Sabonis, pardon, et Kevin Huerter qui, lui, niveau efficacité, a bien chuté globalement, parce qu'au niveau du tir à 3 points, il y a une grosse baisse au niveau des pourcentages. Alors, c'est que 4% entre guillemets, parce qu'il est passé de 40 à 36%, mais quand ça représente 3 tiers sur 5, bah, c'est sûr que ça se ressent au niveau de l'efficacité, puisqu'il est passé du 84e centile à l'efficacité au 45e à son poste. Donc là, on ressent bien la baisse, et du coup, c'est une baisse qui malheureusement se voit dans ses chiffres à lui, mais comme il était important dans le jeu, elle se voit aussi dans les chiffres globaux de l'équipe, puisque l'équipe n'est plus élite offensivement. Eh bien, le résumé est terminé. Tom, avançons vers les trois faiblesses à mettre en avant, les trois faiblesses qui expliqueront la future chute des Kings en playoff / au play-in. On a un moment où à l'Ouest, on ne sait pas encore comment tout va se résoudre. Donc, on part du principe qu'on ne sait pas vraiment où sont les Kings à l'heure actuelle. Passons. Première chose, Tom, là où les Kings étaient la meilleure attaque à l'efficacité offensive cette année, ils sont sortis du top 10 et ils ne sont toujours Oui. pas une top 10 défense. Et c'est ça que tu veux mettre en avant, c'est le fait qu'ils soient dans aucun des deux top 10. C'est ça. En fait, pour moi, l'une des raisons pour lesquelles ils ne gagneront pas le titre, c'est que désormais, ils ne sont élites nulle part. Globalement, enfin, ils sont élites des deux côtés du terrain, ce qui faisait leur force. Alors oui, il y a quand même une belle progression défensive depuis une dizaine de matchs, depuis la rentrée dans le 5 majeur de Keon Ellis, qui du coup, entre guillemets, qui a plus de minutes et avec un petit peu plus de personnel défensif qui joue
puisque Kevin Huerter, lui, du fait de sa blessure et de son irrégularité, bah, il est remplacé un peu dans la rotation parfois par Duarte ou voire même Devion Mitchell. Et en ce moment, c'est plutôt Keon Ellis et ça marche plutôt bien. Et puis défensivement, il y a aussi un réveil parce que De'Aaron Fox, défensivement, depuis le All-Star Game, il a franchi, je pense, un cap. Du moins, il est beaucoup plus intéressé par la défense, notamment sur le point d'attaque. Donc, je trouve que l'équipe pêche encore une fois offensivement, puisque globalement, ils mettent un peu moins dedans. Et après, défensivement, ils ont d'autres problématiques, puisque c'est une équipe qui, sur le pick and roll, joue beaucoup de edge. Donc, ils forcent, entre guillemets, Sabonis, l'intérieur, à monter au niveau du porteur de balle pour empêcher son momentum vers le panier. Mais du coup, c'est une équipe qui se découvre beaucoup et qui se fait tuer littéralement dans les coins à 3 points ou généralement, quoi. C'est une équipe qui subit l'une des pires, l'une des meilleures adresses à 3 points adverses, quoi. C'est vrai que quand j'avais fait mon petit monologue sur Utah, dans le dernier 4K, c'était très intéressant de voir que quand on regardait au niveau des stats à 3 points, quand c'était pas Utah, c'était Sacramento. C'est-à-dire que parmi les équipes qui se mettent en avant, mais du mauvais côté, pour ce qui est de la réussite adverse, là où Utah est historiquement catastrophique, Sacramento l'est aussi énormément, Tom. Si on parle de leur attaque, où est-ce que tu situerais la différence entre cette année et l'année dernière? Parce qu'on a globalement le même personnel. Est-ce que tu as déjà donné une partie de la réponse, une chute dans la réussite de certains joueurs? Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Ben, on a parlé de la chute dans l'efficacité des role-players. Elle est aussi le cas, par exemple, pour Darren Fox, qui est aussi la grosse variable ajustement, puisque c'est le joueur qui prend le plus de tirs au global et qui a eu la plus grosse influence, en tout cas, sur les chiffres offensifs, puisque c'est le plus gros finisseur d'action. Même si, on va le dire, on va en parler un petit peu plus tard, Sabonis, c'est vraiment la plaque tournante globalement de cette équipe. C'est le maître à jouer de l'équipe. Mais on va dire que la variance offensive se situe beaucoup au niveau de De'Aaron Fox parce que c'est lui qui a carte blanche au niveau du volume des tirs pris et lui aussi il est un peu moins efficace que l'année dernière. Et alors que ce soit il a toujours son move où il arrive à snake entre guillemets le pick and roll et finir à mi-distance. Mais cette année, la difficulté pour lui, ça a été un peu plus de se rapprocher du cercle, ou du moins il a plus insisté sur le tir à 3 points pour rendre entre guillemets pour faire en sorte que la défense le respecte plus. Et malheureusement, c'est quelqu'un qui n'a pas été en réussite et qui est de retour à peu près sur ses chiffres en carrière, puisque quand on prend mensuellement le tir à 3 points de De'Aaron Fox, donc il en a pris beaucoup plus cette année. On voit que une partie des tirs qu'il prenait au cercle a été remplacé par des tirs qu'il prend désormais à 3 points, sauf qu'il a une moins bonne efficacité globale. Et en dehors du mois du coup de décembre où il a tiré à peu près 43%, ben, tous les autres mois de la saison, il est aux alentours des 35-36% grand maximum, quoi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a pas mal de variance au niveau du tir et je trouve qu'il est agressif pour prendre les tirs, mais pas parce que le jeu le demande, mais simplement pour euh, essayer entre guillemets, punir la défense et montrer qu'il faut le respecter de loin. Donc du coup, il prend pas mal de tirs à 3 points qui sont pas forcément dans le timing et ça peut aussi enrayer le timing offensif de l'équipe. Puis c'est surtout quand on regarde les chiffres. Alors, comme tu le dis, Tom, on voit qu'il s'est écarté parce que on est sur l'année où il a jamais pris aussi peu de tirs au cercle. Et effectivement, Oui. c'est peut-être cette volonté de compenser en tant que franchise player, pardon, justement la défaillance de certains role players qui a sûrement un Kevin Huerter, etc. Je vous renvoie vers le dernier 4K où justement j'avais longuement parlé de Kevin Huerter qui est en chute. Et quand Kevin Huerter est en chute, un joueur important de ton rôle, un rôle important de ton 5 de départ, qui a une chute en termes de réussite pour un joueur qui est globalement ou quasi unidimensionnel, ça a un fort impact sur l'équipe pour le reste. Tom, enchaînons avec le net rating dont tu veux parler pour les Kings parce qu'il est historiquement bas pour une équipe avec ce bilan. C'est compliqué aujourd'hui, c'est que le troisième jour, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Bref, Tom, le net rating est historiquement bas, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est que quand on regarde sur la saison aujourd'hui, les Sacramento Kings ont le 18e net rating de la NBA.
Ils ont le 18e net rating de la NBA. Il n'y a que 16 équipes normalement qui vont en playoff. Hein. Normalement, il n'y a que 16 équipes qui vont en playoff. Et ils ont un très bon bilan parce que ils assurent dans le clutch et aussi en prolongation, puisque cette saison, ils ont joué 5 matchs en prolongation, ils en ont perdu qu'un seul. Ils ont perdu contre du coup Milwaukee. On se rappelle du bon match en prolongation qu'ils avaient joué du coup face à Orlando. Récemment, ils ont rejoué face à Orlando. Bon, ils ne sont pas allés en prolongation, ils ont gagné du coup dans le clutch encore une fois. Donc avec des fois des gros passages de Malik Monk qui sauve cette équipe-là. Donc du coup, l'an dernier, De'Aaron Fox avait gagné le trophée de joueur clutch de l'année. Je ne pense pas qu'il le gagnera cette année, mais du coup, on voit que c'est une équipe qui globalement arrive à bien finir les matchs et puis quand elle gagne de peu et parfois peut se faire exploser, notamment dans les confrontations face aux Pelicans. Rappelons, parce qu'on parle beaucoup du clutch, on en a déjà parlé avec Adrien dans la première sur les Bulls. Mon petit doigt me dit qu'on en parlera demain avec les Pels. On aura Constant pour parler des Pels. Et c'est rarement une très bonne assurance vie de parier sur le clutch. En général, c'est comment dire, c'est pas une bonne annonce, c'est pas annonciateur de bonnes choses que de parier vraiment sur le clutch. Est-ce que ça t'inquiète vraiment, Tom? Est-ce que tu sous-entends que c'est peut-être pas une équipe le bilan est trompeur? Est-ce que c'est ce que tu sous-entends? Je pense que le bilan est trompeur simplement parce qu'ils assurent pas assez contre les mauvaises équipes. C'est-à-dire Mm. que contre les mauvaises équipes, ils devraient enfin, tu vois, des phases face à Détroit, des défaites face à Détroit, Charlotte, te faire sweeper par Houston sur la saison. Tu vois, c'est des choses où tu laisses des points. Mais après, je trouve que c'est une équipe qui s'accroche et qui joue à sa main. Mais du coup, c'est aussi une équipe. Alors, je sais pas, j'espère que ça va pas faire péjoratif, mais qui est menée un peu par. Tu vois, Sabonis, pour moi, c'est un peu le Demar DeRozan des intérieurs. Tu vois, c'est-à-dire que il t'apporte un excellent niveau plancher, mais la bascule se fait sur du Malik Monk, sur du Fox, parce qu'il y a aussi cette problématique de volume avec Sabonis, où tu vois, son volume ne décolle pas, et les joueurs variables qui sont capables de générer du tir et de la variance à outrance, ça va être sur les postes extérieurs avec du coup Malik Monk et des Aaron Fox. Effectivement, j'aime beaucoup le Demar DeRozan de l'intérieur. J'aime beaucoup. Je pense on va la garder. Mais ça veut dire que c'est un très bon, mais c'est un très bon joueur, hein, c'est un très Oui, bon oui, joueur. Hein. oui, ça veut dire que c'est un très bon joueur, mais que parfois contre le top Le 5, gratin. les 5% lui posent problème, quoi. Ce qui est un peu vrai avec Sauf face à Sabonis. Anthony Davis. Oui, alors là, c'est stat qui reste complètement lunaire. Mais enchaînons, Tom. Alors, t'es déjà un petit peu rentré dans ton troisième point avec la théorie du MVP ou celle du meilleur joueur de la série. Alors, une théorie qu'on aime mettre en avant depuis plus ou moins le début de l'aventure d'un Kebdo, c'est qu'en général, quand tu as le meilleur joueur de la série, expliquons-la, cette théorie pour les personnes qui suivent peut-être pas ou qui n'ont jamais entendu. Théoriquement, si tu as un MVP ou le meilleur joueur de la série, tu es plutôt bien parti. Ça ne veut pas dire que tu dois gagner à chaque fois, mais que c'est quand même un sacré avantage de l'avoir. Et qu'est-ce que tu vas nous dire qu'ils l'auront pas souvent à l'Ouest, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que pour gagner le titre, il faut au moins, enfin pour moi, hein, tu peux pas gagner le titre en n'ayant jamais le meilleur joueur de la série. Mmh. Pour gagner 4 séries, il te faut au moins avoir 2 fois, je pense, minimum, le meilleur joueur sur la série, quoi. Et là, je suis même pas sûr qu'ils l'auront qu'une fois. Ils l'auront une fois. Et la grosse difficulté aussi, c'est en fonction des équipes qui vont potentiellement rencontrer. C'est si ton meilleur joueur est sur le meilleur joueur de la série. Ça veut dire que l'endroit où d'habitude tu as ton avantage, ben, au final, c'est plus un avantage tant que ça. Mmh. Puisque tu perds le match-up face au meilleur joueur adverse. Donc c'est là où ça pourrait être un peu délicat. Mais encore une fois, c'est un peu une équipe polymorphe qui joue en fonction du niveau de son adversaire, quoi. Donc je serais pas surpris qu'ils surprennent en post-season s'ils y vont. Et puis après, il faut voir aussi à quel point je suis potentiellement biaisé, puisque comme je les ai beaucoup vus, je me suis un peu attaché aux joueurs. J'ai vu de très très bonnes choses, notamment par exemple le match face aux Bucks et tout ça. J'ai vu de très très bonnes choses, et j'ai aussi vu des choses, on va dire un peu plus Atroce. délicates comme atroces comme cette défaite face aux Wizards, franchement, ou même le match face à Memphis où ils doivent jamais aller en prolongation. Mais bon,
moi, j'y crois bien, ces Kings, et je pense, pour moi, logiquement, c'est une équipe qui ne devrait pas passer par le play-in. Eh bien, logiquement. C'est bien, Oui. l'inclusion de ce petit adverbe change tout, hein, logiquement, effectivement. Bon, on va enchaîner, Tom, et c'est pour ça, là, je tease un épisode qu'on n'est pas prêt d'enregistrer parce que ça sera une des dernières équipes qu'on fera, mais la théorie du meilleur joueur, c'est pour ça que la candidature de Boston est fascinante cette année, Ouais, vraiment. ouais, C'est ouais, pour ça. ouais. On pense à la même chose. C'est que tu t'as dit quand tu as dit deux directement, mon esprit il a fait Boston. Bref, du coup, on a été un petit peu négatif, mais globalement neutre sur cette première partie et des trois faiblesses. Tu as su les remettre en contexte, Tom. Enchaînons avec le ou les motifs d'espoir. Après nous avoir dit que du coup il y avait peut-être ce manque de côté élite, ce net rating peut-être un peu trompeur, mais contrebalancé par cette idée que selon laquelle ils sont pas très bons contre les bonnes équipes, ou en tout cas il y a beaucoup de chutes de parcours, la théorie du MVP. Alors pourquoi faut croire en ces Kings, Tom? Alors, pour moi, il faut y croire par rapport à déjà les playoffs de l'an dernier. Je pense qu'ils sont tombés sur le pire match-up possible. Et il a Hmm. quand même fallu 50 points de Steph Curry pour les sortir. Ils sont allés, du coup, ils sont quand même, c'est une équipe qui était quand même menée 3-2, qui est allée à Golden State, qui a arraché le match 6 pour récupérer le match 7 à domicile. Donc, c'est une équipe qui a fait preuve de caractère. Les joueurs sont un petit peu plus aguerris, on va dire, puisque même si, en dehors de Kevin Huerter, pour moi, tout le monde est un peu meilleur, même si De'Aaron Fox est un peu moins bon au niveau de l'efficacité cette saison. C'est une équipe qui est très bien coachée globalement, qui a un coach solide. Donc je trouve qu'il y a quand même des motifs d'espoir et on a depuis, encore une fois, quelques semaines, un niveau défensif retrouvé où ils sont aux portes du top 10 défensif avec du coup l'intégration de Keon Ellis qui fait énormément de bien à cette défense-là et qui permet de contrebalancer en fait tous les joueurs offensifs qu'il y a. Et ça, en plus encore une fois, hein, du niveau d'engagement défensif qu'a montré De'Aaron Fox depuis le retour du All-Star Break. Donc, je trouve que voilà, sur au niveau du back court, ils vont être assez solides. Et après, là, encore une fois, hein, l'autre variable d'ajustement, ça va être Sabonis. Et du coup, puisque Sabonis, on n'en a pas encore une fois beaucoup parlé, mais c'est un gars qui fait un chantier monumental cette saison. C'est un des joueurs les plus réguliers sur la saison. Je crois il doit être à une cinquantaine de double-double consécutifs. C'est une stat que les joueurs, la fanbase entre guillemets de Sacramento aime bien rappeler. Et puis c'est un joueur qui est très solide parce que tu vois numéro 2 au nombre de touches par match derrière Jokic. Et il est juste 48e au nombre total de tirs pris, alors qu'il est 5e de la ligue au nombre de total des passes décisives. Donc c'est vraiment la plaque tournante de cette équipe-là. Et à voir si lui tombe sur un match-up un petit peu plus favorable, parce Hmm. que l'an dernier, il est tombé sur quelqu'un qui ne servait qu'à défendre et faire des passes. Et puis l'une de ses forces, qui est le rebond, il a été dominé du coup littéralement par Kevin Looney. Donc si il tombe sur des joueurs un joueur qui a potentiellement un rôle offensif à tenir, donc défensivement il sera sur quelqu'un, il y aura quelqu'un moins fort que Draymond Green qui sera sur lui, et peut-être qu'il gardera en fait cette force au rebond défensif et au rebond offensif. Et du coup, l'an dernier, le fait qu'il ait été paralysé, lui, a un peu paralysé le jeu de l'équipe. On s'est tourné vers une attaque force-centrée, on va dire, alors que c'est une équipe qui était construite vraiment pour le skill set de Sabonis. Ben, si lui arrive à avoir un match-up favorable, ça peut diamétralement changer la trajectoire de cette équipe-là, quoi. Puis surtout jouer un joueur comme Draymond Green qui a le QI basket, donc pour tous ces dribble end-off, etc., qui sont toujours extrêmement importants dans l'attaque de cette équipe des Kings, c'était quand même Oui, prototype, c'était le pire prototype à affronter pour exact. Sabonis. C'est vrai qu'ils seront comme tout hein, en playoff, vous l'avez déjà remarqué quand on s'avance sur cette partie du plafond plancher, le match-up est déterminant. Cette année, on a pris un peu le parti de plus présenter les faiblesses de l'équipe, mais bien évidemment que le match-up est déterminant. Tom, je sais qu'aussi en termes de motifs d'espoir, tu souhaites parler, parce qu'on a beaucoup parlé de leur capacité à perdre contre les équipes qui sont censées battre. Il faut peut-être parler de l'autre côté de la pièce, c'est leur capacité à battre les bonnes équipes aussi.
Oui, bah, c'est une équipe qui, ben, cette saison, a quand même de bons résultats face aux bonnes équipes globalement. Mis à part les Pelicans qui ont leur numéro, hein, clairement, clairement, parce qu'ils se font désosser à chaque fois qu'ils jouent les Pelicans. Mais par exemple, sur la série face à OKC, ils ont gagné 2 des 3 matchs qu'ils ont disputés. Il y en a un qui va venir en avril. Les Lakers, ils ont sweepé les Lakers cette saison. Il y a aussi des belles victoires face aux Clippers. Ils mènent la série 3. Oui, ils ont gagné la série contre Denver 3-1 aussi également. Donc voilà, c'est une équipe à ne pas prendre à la légère et qui s'adapte, je pense, au niveau de compétition qu'ils ont en face, quoi. Et puis, à voir encore une fois avec les ajustements qu'ils pourront faire, puisque comme on a dit tout à l'heure, ils sont plutôt bien coachés et ils ont aussi, même au niveau du coach assistant, qui est Jordi Fernandez, qui est le coach de Team Canada. On a vu cet été que les ajustements, lui aussi, il connaît. J'ai tellement l'impression de faire les Hawks de l'Ouest. Bref, on demandera aux auditeurs, mais il y a beaucoup de parallèles qui sont assez intéressants Il y a sur Kevin Huerter. il y a Kevin Werther, cette capacité à constamment s'adapter à ce que propose la compétition, etc. Finissons, Tom, avant d'entamer la partie pronostic plafond-plancher, par le joueur clé. Tu as dit que tu l'appréciais dans l'intro, c'est Malik Monk. Oui, Malik Monk qui, entre guillemets rajouter un nouveau concept pris à l'immobilier. On va rajouter un concept pris à l'immobilier. Par exemple, si on se dit que Sabonis c'est le plancher et que Fox c'est le plafond, ben voilà, Malik Monk ce serait le luminaire, on va dire le luminaire. C'est-à-dire que il est accroché au plafond et il permet de faire briller le plancher. Et en fait, Malik Monk cette saison c'est quelqu'un qui est hyper important dans le jeu, tout simplement par sa capacité à pouvoir jouer avec De'Aaron Fox, à pouvoir jouer sans De'Aaron Fox et aux côtés de Sabonis, à pouvoir jouer avec les deux joueurs, mais aussi à sa capacité de pouvoir jouer tout seul sans aucun des deux. Et pour moi, c'est pour ça que c'est le joueur bascule. On l'a vu faire énormément de progrès au niveau du playmaking cette année, notamment dans la créativité qu'il peut avoir sur les passes qu'il peut trouver. Et on n'est plus du coup sur un scoreur, entre guillemets, unidimensionnel. On est vraiment sur un deuxième meneur de jeu avec un fort potentiel offensif qui peut jouer avec les titulaires parce qu'il a la menace sans ballon, mais qui peut permettre aussi d'utiliser, par exemple, De'Aaron Fox un petit peu plus loin du ballon sur des cuts, sur des choses comme ça, parce qu'il peut gérer le jeu. C'est bien que tu en parles parce que, alors moi, j'ai pas vu les Kings. Comme on l'a dit, on avait des équipes, on était tous, on devait tous s'occuper de certaines équipes, donc forcément, on a vu en priorité les équipes dont on devait s'occuper. J'ai pas énormément vu les Kings, mais j'ai beaucoup lu qu'il y avait ces progrès en playmaking de Malik Monk. Est-ce que ça en fait un deuxième porteur de balle en playoff, Tom, idéalement? Oui, pour moi, c'est très solide, même si on sait que voilà, l'attaque des Kings, elle n'est pas centrée autour des extérieurs, même si euh, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de porter la balle. On voit va falloir qu'il fasse attention, notamment au niveau des pertes de balles. Mais globalement, tu vois, il est dans le 99e centile à l'assist percentage. C'est pour montrer, entre guillemets, sa part, l'impact de son passing quand il est sur le terrain, sur le jeu de son équipe. Et même quand tu prends la part d'assist usage, c'est-à-dire la proportion des passes la proportion du joueur à faire des passes quand il doit soit scorer ou soit passer, ben, il est aussi dans le 96e centile, ce qui est assez surprenant qu'on on voit Malik Monk et qu'on sait que la version des Lakers était on va dire un scorer first quelqu'un qui ne passait quasiment pas la balle, quoi. Donc il faut saluer l'évolution du joueur qui pour moi le favori pour gagner le 6e homme de l'année, clairement. Alors c'est marrant, on avait eu donc Adrien qui nous avait dit Kobe White, on avait eu Tom qui nous dit Malik Monk, et pourtant à Vegas c'est toujours Tyrese Maxey qui est favori pour... Ah, pas... Oh, le sixième Non, homme le de l'année, je 6e homme. fatigue, pas Le 6e MIP, homme. Oui. oulala, je fatigue, je vais en faire une par épisode je pense, des comme ça, des gros moments de fatigue. Bref, Ouais. vas-y Tom. C'est l'un des. Bah, pour moi, Malik Monk, c'est peut-être le. Cette saison, en tout cas, c'est peut-être le meilleur joueur qui débute pas. C'est dingue parce que je continue mon rapprochement. Pour moi, il y a une théorie comme quoi sur les 6 dernières semaines, c'est peut-être DeAndre Hunter. Genre, il est top 5. DeAndre Hunter, je pense que c'est un des Dans meilleurs Hunter, joueurs oui. qui... Depuis qu'il est revenu de blessure, quoi. Ouais.
Je pense que ils sont dans le top 5 les deux. Je pense que Malik Monk est un meilleur joueur que DeAndre Hunter, mais je pense qu'il est dans la discussion aussi. Comme quoi, encore une fois, le parallèle continue. Tom, il est l'heure. Plancher, plafond. Précisons, à l'heure où on enregistre, qu'il est possible que les Kings jouent le play-in. Compte tenu non seulement de leur calendrier, parce que leur calendrier est pas le plus difficile des équipes qui sont dans cette zone-là, mais c'est les Kings. Sont les Kings. Voilà, Donc, on sait pas ce qui va se passer. En tout cas, du coup, on peut imaginer que peut-être que le plancher, ça soit un truc au play-in qui se passe mal, peut-être une élimination sur le deuxième match ou quelque chose comme ça. C'est plus intéressant peut-être de parler du plafond. Est-ce que c'est une équipe que tu vois passer un premier tour de playoff si le match-up est accessible? Oui, pour moi, c'est une équipe qui a le potentiel pour passer un premier tour, clairement. Alors, je pense pas qu'ils ont le niveau pour aller jusqu'en finale de conf, mais je pense que c'est une équipe qui pourrait passer un tour si les choses vont bien dans leur sens. Après, c'est facile hein, avec des si. On peut mettre Paris en bouteille, tu me diras. Mais globalement, par rapport au niveau de cette équipe-là, alors pas si on se base sur le net rating, mais ce que j'ai ressenti en les voyant jouer, les ajustements et le renouveau défensif, je pense que c'est une équipe qui a, même si qui est un peu moins forte sur les forces qu'elle était censée avoir, je pense que c'est une équipe qui va surprendre par sa défense et qui est bien meilleure que son... Aujourd'hui, en tout cas, défensivement, c'est une équipe qui est bien meilleure que son classement ne laisse penser. J'aurais tendance à dire que leur plafond, pour moi, c'est un match 7 de premier tour parce que je suis assez inquiet par les équipes qui sont situées au-dessus d'eux. Si Oui. on fait une espèce de coupe aux Pelicans, à l'heure actuelle, à l'heure où on enregistre, Nuggets, Thunder, Timberwolves, Clippers, Pelicans. Déjà, les Pelicans, tu l'as dit, c'est un match-up qui est extrêmement compliqué pour eux. Ouais. Nuggets, Thunder, ça me semble au-dessus. Timberwolves, j'en parlais. Je pense que je suis la personne qui a reçu les Timberwolves et je suis en dessous de la moyenne sur cette équipe. Je pense que je suis assez pessimiste, mais les match-up me font assez peur. Je donnerais les Kings un peu comme l'année dernière, c'est-à-dire même si le match-up fait peur, qu'ils accrochent la série en 7, mais j'ai du mal à leur donner une victoire au premier tour, personnellement. Mm. Après, une fois que tu es en 7, il peut tout se passer. Hein. C'est sur un match. Hein. 7, c'est un Mais, peu, ouais. pour moi, symboliser leur future capacité ou leur capacité que j'imagine à mettre en difficulté un adversaire sur le premier tour des playoffs sans forcément Ok. passer. Ok, Hmm. ouais, je vois ce que tu veux dire. Je veux pas dire qu'ils vont forcément aller en 7. Je veux dire que ça sera pas un premier tour rapide, mais ça sera. Si vous avez écouté les tours précédents, c'est pas la version match quand je dis en 5 ou en 6 des Bulls ou Hawks. Je tape dans mon micro. C'est plutôt je vois une série accrochée, mais je les vois peut-être perdre au final. Ok. Tom, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ces Kings avant le divorce, avant de les quitter? Non, je pense qu'on a fait le tour globalement. Encore une fois, ce sera une équipe à surveiller qui a déjà eu des player only meetings après des défaites. Donc, bon, à voir. Mais en tout cas, je trouve que voilà, ça va être une équipe à surveiller sur la fin de saison et qui, bah, j'espère pour elle, pourra faire preuve de plus de régularité, pardon, parce que enfin, c'est pas possible. Il y a des choses il y a des choses qui sont pas possibles, franchement. Enfin, tu peux pas là, vu le niveau du bottom 6, tu peux pas laisser des matchs contre le Contre bottom non, 7 quoi. c'est pas possible. Tu peux pas laisser des matchs contre le bottom 7 et perdre contre les Wizards. En ce moment, en plus, parce que les Wizards en ce moment ils sont Oui. scandaleux. C'est compliqué. Mais c'est vrai que ça serait une équipe intéressante à voir. Et la version positive, le motif d'espoir, on aurait pu aussi se dire que face à l'enjeu, face à des bonnes équipes, comme tu l'as un peu dit, peut-être qu'ils vont réussir à se remobiliser et à sortir leur meilleure partition. C'est aussi ce qu'on peut se dire par rapport à ces Kings. Eh bien, Faudra voir peut-être tu vois, le retour peut-être de Trey Lyles va peut-être faire du bien parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez important dans le vestiaire. C'est un peu on va dire un des leaders du vestiaire. Donc, d'ailleurs, il me semble que c'est lui qui avait appelé le player only meeting après la défaite face à Miami. Mais globalement, oui, je pense que c'est quelqu'un qui peut aussi aider puisque c'est quelqu'un qui a de la taille et c'est vrai que avec il manque un peu de taille en fait. C'est une équipe qui manque un peu de taille puisque à partir Sabonis n'est pas très grand comme intérieur et si tu te retrouves à devoir insérer Malik Monk
plus un troisième joueur et Kionelis qui est là, bah, du coup, ça te fait 3 petits plus Sabonis et tu vas te retrouver après avec soit du Keegan Murray, soit le Black Falcon. Soit, Ah, j'ai trop enregistré pour pas rigoler quand tu sors Black Falcon. Bref. On va s'arrêter là, autrement je parle sens... d'Harrison Barnes. Bien sûr, je parle d'Harrison Barnes. Oui, on aurait dû préciser. Joueur dont on avait beaucoup parlé dans notre post-mortem sur la saison dernière. Eh bien, merci, Tom. On continuera à l'ouest demain en parlant des Pels. Je serai accompagné de Constant. J'avais envie de dire aussi, Tom, j'avais oublié ça l'espace d'un instant. À part les Celtics, qui n'a pas appelé de player only meeting à un moment dans la saison? Vraiment, tout le monde en appelle. Hein, tout le monde en a fait. ça dépend quand. Il y en a qui a commencé plus tôt que d'autres. Hein. Ouais. Puis, il y en a qui ont même pas fait ce qu'ils s'en fichent un petit peu. Mais autrement, ça devient un peu une coutume. En tout cas, je pense qu'il y a un côté aussi affichage où on a fait un player only meeting, etc. Bref. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. 3e épisode de ces 20 à venir sur pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre en mettant en avant 3 faiblesses de cette équipe. N'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Sur YouTube également pour voir l'épisode en avant-première le soir, la veille de la sortie sur la plateforme de podcast. Suivez-nous également sur Twitter. On prend une petite pause, Tom et puis on se retrouve dès demain. Merci Tom, salut. Salut.